Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, acteur, réalisateur français depuis plus de 40 ans. Il a tourné dans plus de 100 films et joue au théâtre pratiquement tous les soirs. Figure du cinéma français, vous l'avez vu dans le film Psy qu'il a révélé, Mes meilleurs copains, Marius et Jeannette, Le Poulpe. Il a été notamment récompensé du meilleur César du meilleur acteur pour un second rôle pour son interprétation dans Un air de famille de Cédric Lapiche ou encore Le cœur des hommes et récemment dans L'école est à nous. Jean-Pierre Daroussin, vous l'avez compris, est désormais au théâtre pour Le principe d'incertitude au théâtre Montparnasse avec Laura Smet. L'occasion alors de découvrir ou redécouvrir notre invité aujourd'hui en direct sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Jean-Pierre Daroussin. Bonjour. Merci beaucoup. Ça va bien, merci à vous. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. Vous êtes en route jusqu'à nous aujourd'hui. Quelquefois cela arrive. Voilà. D'habitude, je circule avec les transports en commun. Là, j'ai pris un taxi et puis la circulation. Moi qui vante toujours le fait qu'on roule de mieux en mieux à Paris, je trouve. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà. Eh bien écoutez, c'est des choses qui arrivent et on le comprend bien pour nous qui sommes en direct du lundi au jeudi, donc aucun souci. Mais si vous le voulez bien, alors en attendant que vous arriviez jusqu'à nous, on va démarrer par le début comme si vous étiez face à moi, même si bien sûr c'est un petit peu plus difficile d'avoir cette intimité, mais on va tenter d'y aller si vous le voulez bien. Oh, ça va. Allez, on y va, c'est parti. Jean-Pierre Daroussin, vous êtes né le 4 décembre 1953 à Courbevoie. Vous êtes élevé avec votre sœur dans une famille modeste, je crois, avec... à Courbevoie, à Beson et puis à Asnières avec votre papa, Paul, artisan, ouvrier, étameur et une maman au foyer. Et vous gardez des souvenirs, je crois, indélébiles de cette enfance et de votre père que vous avez raconté dans votre récit et le souvenir que je garde au cœur. Oui, c'est vrai que à un moment donné, j'ai eu cette envie de transmettre ça, d'écrire ce livre et c'est un livre qui est un peu un espèce d'hommage à mon milieu et à mon éducation et comment le terreau dans lequel j'ai pu être élevé et poussé et m'ouvrir à tout un tas de choses auxquelles j'étais pas du tout préparé, mais qui, dans tous les cas, j'étais suffisamment préparé pour être disponible à tout ce qui s'est passé dans ma vie. Quel souvenir vous gardez, Jean-Pierre Daroussin, de votre enfance ? Alors, un souvenir assez confiné. Ah, c'est un mot important. C'est-à-dire que c'est comme c'était un espace très très réduit. On était dans une situation assez presque grégaire, on va dire. On était les uns sur les autres. Il y avait très peu de place. Et on était à 4 dans 18 mètres carrés. Donc forcément, on est obligé de s'évader dans sa tête. On est obligé de se construire son monde et d'élargir l'espace par l'imagination. Et donc moi j'étais pas seul parce que j'avais une sœur, mais ma sœur était beaucoup plus âgée que moi et donc j'avais un peu plus la sensation d'avoir une babysitter, on dirait maintenant. Donc c'était pas vraiment. J'avais pas vraiment cette complicité que je pouvais avoir avec un frère ou une sœur qu'on peut avoir. Donc j'étais assez solitaire et assez renfermé sur moi-même. Mais en même temps, très vite, il y a eu l'école. Enfin, pas très vite, parce qu'à l'époque, on n'allait pas à la maternelle, on n'avait pas tout ça. On commençait vraiment qu'avec le cours préparatoire. Et donc, l'amitié et la rencontre avec des copains, je sais que c'est quelque chose de très 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 important pour moi. Ouais. On va y arriver dans un instant, mais d'abord une chanson, je crois, qui plaisait beaucoup à votre papa, que vous racontez dans ce livre. Votre père était important pour vous. Qui était-il ? Je crois notamment que vous aviez, bien sûr, la filiation entre nos parents et nous est importante, mais vous partagez vos avis politiques, vous avez gardé avec lui pendant longtemps un lien très très fort, indéfectible, avec notamment une histoire qui se raconte, l'anecdote avec la télévision, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'on a reçu la télévision et on a eu la télévision pour la première fois à la maison. C'était le jour de l'assassinat du président Kennedy. C'était en 63, le 22 novembre 63.
Et donc, moi, j'avais donc 10 ans. Et j'ai commencé à connaître les images à travers voilà. Et ça, voilà. J'arrive en face, devant chez vous. Oh, merci beaucoup. Eh bien, vous savez quoi? On va continuer d'écouter cette chanson et vous allez monter en attendant et on sera en face à face. Merci. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail, qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Le temps des cerises sur l'antenne de Radio J, chanté par le grand Yves Montand. Et le temps d'arriver, quoi. Et le temps d'arriver, c'est bien dit. Merci d'être avec nous en face à face, Jean-Pierre Daroussin. Nous parlions il y a un instant par téléphone de cette anecdote avec la télévision, avec votre papa. Cette télévision que vous avez achetée finalement voilà, dans un moment important, puisque c'était la mort de Kennedy. Et cela marque finalement peut-être un peu votre carrière, parce que comme vous êtes l'un des premiers foyers du quartier à avoir une télé, elle devient celle que tout le monde a envie de voir en même temps, et peut-être alors naît votre volonté peut-être de vous retrouver dedans un jour. J'avais jamais pensé à ça. Mais enfin, en tous les cas, c'est par la télévision que j'ai eu la première fois accès au fait qu'il y avait des gens qui exerçaient ce métier, qui étaient des comédiens et dont le métier était d'interpréter des rôles et puis de les incarner, et on les voyait effectivement à la télévision. Et c'est vrai que c'est dans les premières dramatiques télévision télé on appelait ça les dramatiques à l'époque, que j'ai pu voir. J'ai un souvenir très précis, évidemment, de ce qu'on voyait à l'époque et de tous ces comédiens formidables qui jouaient dans La Caméra explore le temps, ou dans les téléfilms de Stelio Lorenzi, de Marcel Bluval, évidemment, qui après était mon professeur au conservatoire. Et donc c'est toute une... J'ai été biberonné à ces acteurs de second rôle qui étaient merveilleux, les Maurice Chevite, les Alfred Adam, Pierre Assou, Jean Negroni, enfin tous ces des gens dont on a oublié et qui étaient moi vraiment mon album Panini de la télévision de l'époque. Et on devrait faire un album avec toutes les petites fiches, de retrouver tous ces acteurs qui m'ont vraiment marqué et que je trouvais merveilleux, quoi. Et vous en faites partie aujourd'hui, Jean-Pierre Daroussin, et c'est marrant de voir que vous démarrez votre vocation et très tôt, finalement, vous savez au fond de vous que, avec certitude, que c'est ce que vous voulez faire. Vous commencez à jouer des rôles au club de théâtre de votre lycée, Paul Lapie, grâce à une certaine Madame Luquet. Alors, il y a une petite confusion. Je vais essayer de rétablir un petit peu. Le club de théâtre du lycée, c'est moi qui l'avais créé, mais Madame Luquet, c'était à l'école primaire. Madame Luquet était mon institutrice de CE2.
Et elle nous faisait faire du théâtre, et on avait monté un montage de différentes scènes du malade imaginaire, et j'interprétais le rôle d'Argan, donc le rôle du malade imaginaire. Et donc ça, c'est mon premier vrai contact avec le théâtre. Avant, mais j'étais toujours désigné, j'étais celui qui disait les poésies voilà. Et donc et c'est comme ça que oui, j'ai pas eu de flash à un moment donné, ça s'est fait petit à petit, des rencontres naturellement avec l'idée, mais j'avais pas tout. Mais effectivement, c'est à travers la télévision que j'ai compris que c'était un métier. Alors qu'avant, c'est pas évident. On ne sait pas. Évidemment, quand on est gamin, on n'imagine pas que, surtout à l'époque, et puis qu'il y a personne autour de vous qui pratique ça. Il y a pas de référence, pas de modèle, pas de trucs comme ça. Donc, c'est un peu abstrait. Ces gens qu'on voit qui voilà, bon, et qu'est-ce qu'ils font? C'est bizarre. Ah, donc et je les retrouve, ils font différents personnages. Ah, lui, je l'ai vu. Ah oui, Harry Max, là. Ah oui, d'accord, il est formidable, il me fait rire. Et il joue d'un autre rôle, et il joue encore autre chose, tout ça. Et donc, je comprends petit à petit que c'est un métier. Et ce métier, je me dis, mais ça a l'air d'être très, très rigolo de faire ça. Et à la vingtaine, vous entamez alors votre formation au Cours Florent, à l'école de la rue Blanche, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, que vous obtenez à la 3e tentative, il me semble, et cela vous fait un point commun avec Olivier Citruc, que nous avons reçu la semaine dernière. Et puis, bien sûr, vous vous faites des copains. Oui, c'est ça l'intérêt. Les cours, c'est pas tellement les profs qui sont importants, c'est les élèves avec qui on partage le cours. Une école, c'est surtout un courant d'élèves. C'est une génération d'élèves. Et les gens avec qui on est en classe, avec qui on partage nos premières expériences, ça va être nos amis pour la vie. Et souvent, pas de concurrence à ce stade-là quand on est en formation? Non, parce que moi je suis d'une époque où ça n'existait pas encore. On n'était pas. Je suis un enfant des années 70. Là maintenant, c'est carrément inscrit dans la Constitution, la libre concurrence non faussée, tout ça. On a institué une compétition et une concurrence entre les individus qui n'était pas le tissu social de l'époque. Au contraire, on parlait plus de solidarité, de confiance les uns envers les autres, et de troupe, et d'idées, de travailler ensemble, et de collectif. Je vois que le mot collectif revient petit à petit dans le vocabulaire du marketing et des choses comme ça revient petit à petit. Ça va être certainement assez long, mais il faut se sortir de cette emprise, de la méfiance généralisée et de la peur généralisée, qui fait que petit à petit, les enfants ne vont plus tout seuls à l'école, qu'on fait gaffe on a peur tout le temps, on protège tout, on fait tout ça. Chose qui n'existait pas. Il y a un moment donné où il faut quand même rebasculer dans un sens où on se fait un peu plus confiance les uns les autres. Et c'est ce que vous allez faire alors dans votre carrière, vous au stade de votre évolution, Jean-Pierre Daroussin, parce qu'il y a en effet cette troupe, la compagnie du Chapeau Rouge, avec laquelle vous allez travailler pendant un long moment, avec notamment Catherine Fro, votre amie des cours, de l'apprentissage, et puis avec qui vous allez évoluer. Et vous vous faites notamment connaître alors du grand public en 81 avec votre 2e film, Psy, de Philippe Broca. Un extrait et on va comprendre pourquoi. Tu peux la prendre, maman, si tu veux. C'est dingue la vie tout de même. Moi, tu vois, j'étais vraiment au bout du rouleau, hein, j'en pouvais plus. Le matin, j'arrivais même plus à me lever. Je regardais le plafond là, avec une espèce d'angoisse. Tu vois ce que je... Hein? Oh! Tu vois, tu te dis, je finirais bien par trouver quelqu'un, hein? C'est vrai, je finirais bien par trouver quelqu'un. Et puis, les mois passent, les semaines, et puis t'es tout seul. Le matin, la nuit, le soir, t'es tout seul. Alors, je voulais vraiment qu'on mette cet extrait, Jean-Pierre Daroussin, ça vous fait sourire? Oui, j'avais complètement oublié ça, alors vraiment. C'est le 2e film dans lequel vous jouez, et
C'est assez relié parce que vous démarrez avec ce thème de la solitude, de l'amour, que l'on va retrouver avec cette profondeur, je crois, dans votre pièce Le principe d'incertitude de Stéphane Simon dans un instant. C'est le rôle qui vous met le pied à l'étrier et on ressent vraiment cette envie d'être aimé. Finalement, c'est difficile, c'est peut-être enfoui. Est-ce qu'il y a peut-être un peu de ça aussi ? En tous les cas, c'est quelqu'un qui est pas très épanoui au niveau affectif que j'interprétais à ce moment-là. Avec ma partenaire était Catherine Fro, évidemment dans cette scène, je me rappelle. On sortait tous les deux du conservatoire. C'est un film qu'on a tourné en 1979. Vous avez 81 dans vos fiches, mais c'est peut-être parce qu'il est sorti en 81. Mais, c'est ça. Mais on l'a tourné vraiment en sortant du conservatoire. Et c'était une expérience assez formidable parce que Philippe de Broca était un homme festif, joyeux, très heureux d'accueillir des jeunes acteurs. Et dans ce film, on débutait, Catherine et moi. Il y avait aussi Dominique Besnéard qui débutait dans ce film. Annie Dupéret était avec vous aussi. Et Patrick Devers. Jean-François Sévenin. Bien sûr. Il y avait Jennifer aussi. Il y avait beaucoup de gens tout à fait incroyables. Et donc oui, ce personnage dans lequel on m'avait casté, bien que ça se disait pas trop à l'époque, parce qu'il n'y avait pas, la seule directrice de casting qui existait sur la place de Paris était quasiment, c'était Margot Capelier, et c'était un métier qui était encore assez rare, et qui était même Dominique Besnéard débutait totalement en tant qu'assistant. Il se retrouvait là à jouer dans le film. Il n'avait pas encore débuté sa carrière de casting. C'était pas, ça se faisait pas tout ça. Mais bon, voilà, on m'avait, par rapport à ce que j'avais fait auparavant au conservatoire, j'avais déjà joué au théâtre avec Roland Dubillard. Et bon, voilà, on m'a mis l'amoureux transi. On m'a mis dans ce rôle-là au début du type qui souffre d'une espèce de non-reconnaissance, qui n'a pas une totale confiance en lui, qui est en tous les cas le contraire d'un conquérant, je dirais. C'est ça. Voilà, j'étais pas catégorisé dans les conquérants, dans ceux qui tombent les filles. J'étais plutôt, c'était un petit peu plus difficile. Et oui, de toute façon, après, je me suis battu, évidemment, pour changer l'étiquette. On ne fait que ça tout au long de sa carrière, de se battre pour changer l'étiquette qu'on vous a collée dessus. Et on va bien voir que vous allez jouer dans énormément de films, évidemment, une centaine de films à votre actif. Jean-Pierre Daroussin, évidemment. On me dit dans l'oreille, mais il faut que tu parles de Un air de famille, bien sûr, de Cédric Clapiche. Un rôle très important pour lequel vous avez le César du meilleur acteur dans un second rôle pour votre interprétation. C'est une pièce qui a été également la pièce de théâtre du même nom d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Vous jouez bien sûr avec eux dans ce film-là. Et il y aurait énormément de choses à dire, mais le temps passe et obligé bien sûr de parler de cette pièce dans laquelle vous êtes en ce moment au théâtre. Vous êtes au théâtre Montparnasse dans Le principe d'incertitude de Simon Stephens. Est-ce que vous voulez nous raconter cette histoire ? Bien, c'est une rencontre improbable, et l'incertitude, c'est ça. C'est la rencontre. Qu'est-ce qui va se passer quand on rencontre quelqu'un ? On n'en sait rien. Est-ce que cette rencontre va être fructueuse ? Est-ce que cette rencontre va être au contraire quelque chose de pénalisant, quelque chose qui vous détruit, ou quelque chose qui vous construit ? Et il faut se lancer. Il faut accepter qu'on ne sait pas, qu'on ne maîtrise pas qu'on ne maîtrise pas la création d'un lien entre les personnes. Comment est-ce qu'on arrive à aboutir l'écoute? Comment est-ce qu'on arrive profondément à accepter la différence de l'autre? Alors là, il se trouve que la différence, elle est sur l'âge, elle est sur beaucoup de choses de comportement, puisque moi, je suis un personnage qui finalement a toujours considéré les choses avec gravité. Tout est difficile pour lui,
c'est quelqu'un qui s'est refermé comme une huître avec une impossibilité d'accepter un bonheur possible. Voilà. C'est ça, c'est l'histoire. L'histoire se passe d'abord en Angleterre. C'est celle de Georgie, américaine délurée de 40 ans, et Alex, anglais plutôt discret, qui lui a 75 ans. Il est boucher. Ils se rencontrent par hasard. Enfin, par hasard, on ne sait pas trop si c'est par hasard ou pas, mais on va vite le découvrir sur le parvis d'une gare bondée. Et dans ce monde d'incertitude, qui peut prédire s'ils vont se rapprocher ou s'éloigner? Bande annonce. Vous attendez quelqu'un? Non. Vous attendez un train? Pourquoi vous me parlez? Vous avez quel âge? J'ai 75 ans. Mais vous êtes horriblement vieux. En fait, c'est assez agréable, curieusement. Quoi? De vous regarder avoir le fou rire. Je parie que vous êtes un super bon danseur. Je suis un putain de bon danseur. Combien de Noël il te reste? Combien de fois tu vas prendre quelqu'un par la main une première fois? Et donc on le voit, la grande question est pendant toute cette pièce, cette première partie notamment, que lui veut-elle? Cette rencontre, est-ce qu'elle est programmée? Qu'est-ce qu'elle veut, cette jeune femme sublimissime, face à cet homme qui a plus de 35 ans d'écart avec elle, qui est plutôt discret, voire bougon, désabusé? On a raison de penser ça. Désabusé, c'est effectivement quelqu'un qui a eu une éducation où on ne pouvait pas s'autoriser un instant de légèreté, puisque tout était marqué par le malheur. Et donc il n'y a aucune légitimité pour lui à être heureux, et même il a une forme de culpabilité s'il y a une once de bonheur qui pourrait s'installer quelque part en lui, par rapport à ce qu'il a vécu dans son enfance, dans sa famille, tout un tas de choses comme ça qui font que c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas, voilà. Et puis elle, c'est au contraire, le contraire, c'est quelqu'un qui est totalement dans une espèce d'inconscience qu'on lui reproche aussi. Les deux personnages sont des personnages qui sont en mal d'amour, parce que elle a été abandonnée par son fils, qui juge qu'elle a un comportement qui n'est pas digne du fait d'être une mère, et lui, il s'est refusé à vivre n'importe quelle histoire d'amour qui aurait pu se dessiner, et il les a refusés à partir du moment où il s'est senti trahi une seule fois par une femme. Ça a suffi à conditionner sa vie de n'être plus jamais trahi. Et là, il va rencontrer la femme la plus trahie, qui va le trahir le plus, finalement. C'est ça. On ne peut pas tout dire. Voilà, on ne peut pas tout dire parce qu'on va laisser découvrir, mais c'est vrai que... Puisque c'est une pièce à suspense, en fait, d'une certaine façon. C'est ça. Ça reste pendant toute la première partie. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui motive tout ça, et qu'est-ce qui va se passer, et quel chemin vont prendre ces deux personnages. Et à chaque fois, on est surpris de tableau en tableau. Il y a 6 tableaux dans la pièce, et chaque tableau est une saute un petit peu dans le temps. Il y a une ellipse comme ça, et à chaque fois, on passe un petit peu plus tard, et un petit peu plus tard, on arrive dans une situation qui n'était pas du tout celle qu'on avait prévue. Exactement. On va continuer à parler, bien évidemment, de cette pièce ensemble, Jean-Pierre Daroussin. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec mon invité à l'affiche de la pièce Le Principe d'incertitude, avec Laura Smet au Théâtre Montparnasse. Dans un instant, on va poursuivre également cette émission avec mes chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. De retour. De passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Jean-Pierre Daroussin, à l'affiche de la pièce Le Principe d'incertitude avec Laura Smet au Théâtre Montparnasse. On en parlait bien sûr avant la pause, Jean-Pierre. La scène de démarrage démarre par un bisou dans le cou sur le quai d'une gare. On se demandait tout du long qu'est-ce qui se passe, comment ça démarre justement, qu'est-ce qui est la volonté finalement de Georgie qui est Laura. Et je crois que Laura était très intimidée par ce rôle au départ. Elle était intimidée par le fait de jouer sur une scène de théâtre. C'était la première fois qu'elle le faisait, donc pour elle c'était un acte assez courageux de vouloir, en tous les cas, d'accepter de se mettre en danger comme ça, alors que elle joue au cinéma. Plutôt l'habitude d'être au cinéma ou à la télévision. Et là, en plus ça, c'est quand même un rôle
C'est un grand rôle. C'est un très grand rôle avec de multiples circonvolutions, de plein d'émotions, plein de différentes choses à jouer. Donc c'est un rôle avec il y a un rythme à tenir dans la pièce, tout ça. Enfin c'est vraiment un rôle, on va dire un rôle très compliqué pour malgré tout une débutante. Et donc voilà, donc je comprends très bien qu'elle ait eu quelque appréhension pour jouer ce truc-là. Mais bon, elle se libère et elle s'est libérée, elle se libère et elle se libère de plus en plus et elle mesure maintenant à quel endroit c'est tellement agréable de faire du spectacle vivant et d'être sans arrêt en progrès. Et quand on a la sensation de progresser tous les jours, c'est quelque chose de formidable dans la vie d'avoir cette sensation-là. Et vous en savez quelque chose, vous, Jean-Pierre Daroussin, parce que vous n'avez jamais arrêté. Moi, j'ai jamais arrêté de jouer au théâtre parce que justement, je sens bien qu'à chaque fois, je peux rajouter une petite couche, chercher, comprendre mieux, faire avoir une petite sortir une petite note que j'avais encore jamais sortie. Enfin, c'est tellement vaste le fait de dessiner, de mettre en musique un texte sur une scène tous les soirs. C'est tellement multiple, il y a tellement de paramètres à dominer et à faire et à focaliser dans la connexion avec le public en même temps, et comment on présente ce moment-là. Et ce moment-là dépend aussi, pas uniquement du travail que vous avez fait, dépend aussi de votre humeur de la journée, dépend aussi de pas mal de choses, quelle est votre disposition d'esprit de quelle façon vous allez chercher le plaisir et l'amusement au moment même, à ce moment-là. Comment le rendez-vous peut se faire, et que ce rendez-vous, il doit être toujours de l'ordre du plaisir. Donc toujours renouveler ce plaisir. On pense que c'est parfois qu'on peut s'imaginer que c'est insurmontable, et en fait c'est là où c'est merveilleux cet art du vivant, c'est que c'est tous les jours, c'est possible. Et c'est un challenge aussi de tous les jours, d'avoir envie peut-être de se renouveler à un moment donné, de donner une nouvelle impulsion au personnage d'Alex Pritz. Oui, parce qu'il y a toujours une façon de se laisser surprendre. Il y a toujours une disponibilité particulière à avoir. Vous avez une partenaire, parfois vous en avez d'autres, plusieurs, et donc eux-mêmes ont aussi leurs difficultés, eux-mêmes ont leurs paramètres personnels, et il faut composer aussi avec tout ça en permanence. Donc c'est extrêmement mouvant, extrêmement émouvant. Et oui, moi je suis très 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 touché de jouer avec Laura ce spectacle, parce que je vois son travail qui évolue tout le temps. Et voilà, c'est pour moi quelque chose de. J'ai évidemment un regard plus. On a un regard plus tendre avec quelqu'un qui est dans ses débuts. Quand je travaille avec des vieux camarades que je connais par cœur et je sais comment ils font, ceci, cela, là, on a une complicité. C'est pas une complicité qui est de l'ordre de cette tendresse, c'est une complicité qui est de l'ordre oui, il y a quand même de l'amusement aussi, beaucoup, mais c'est pas tout à fait la même complicité. Là, franchement, la regarder toucher du doigt, qu'est-ce que c'est que de rencontrer le public tous les soirs, c'est très émouvant. Et c'est très émouvant, notamment ces 3 phrases qu'il faut retenir dans cette pièce, évidemment. On a des points de vue très différents sur les expériences qu'on croit partager, et vous venez nous parler justement de l'expérience et de ce regard que chacun peut avoir sur son propre jeu. Une autre phrase aussi, les gens se soucient beaucoup trop de ce qu'ils pensent, mais ils devraient penser plus à ce qu'ils font. J'ai retenu ça de la pièce, si les mots sont exacts, parce qu'il faut les retenir en même temps, vous regardez les écrire. Les gens se soucient beaucoup trop de ce qu'ils sont. Il ferait mieux de penser un petit peu plus à ce qu'ils font. C'est ça le texte exact. Et une autre phrase, plus je vieillis, plus j'ai conscience de la brièveté des choses. Oui,
C'est mon cas. C'est votre cas, vous pensez ça vraiment, Jean-Pierre Daroussin ? Non, alors c'est bien sûr que je pense ça d'une certaine façon, puisque tout le monde pense ça. Donc on a une part en nous-mêmes de consensus sur la parole, sur la doxa. On est souvent un peu d'accord avec la parole commune. Mais en même temps, moi, j'ai au fond de moi un petit esprit de contradiction, malgré tout, qui fait que je me construis avec l'idée que c'est différent. Et il y a toujours une part en moi qui n'accepte pas ces phrases toutes faites et ces évidences que tout le monde partage. J'ai toujours envie d'aller voir de l'autre côté, de faire le petit pas de côté qui fait que moi je vois les choses autrement. Et parce que ça m'intéresse, parce que je me dis tiens, et que je trouve ça assez joyeux. Et donc moi par exemple, je trouve que la vie c'est très long. Parce que depuis que je suis au monde, j'ai vécu tellement de choses incroyables, formidables, que j'ai une espèce de sensation que mais c'est tellement chargé, tellement riche, tellement imprévisible, tellement, je pouvais tellement pas imaginer que j'allais vivre tout ça. J'étais tellement pas dans une légitimité artistique ni quoi que ce soit, que pour moi c'est waouh, à chaque fois j'ouvre une porte qui éveille tout le temps ma curiosité, et je reste avec une âme d'enfant. Donc quand vous restez avec une âme d'enfant, vous vieillissez beaucoup moins vite. Donc la vie est beaucoup plus longue. Mais aussi parce que vous ne vous épargnez pas, Jean-Pierre Daroussin, vous multipliez les projets, vous êtes tout le temps en mouvement. Donc c'est ce qui fait que pour vous il y a beaucoup de choses, que c'est long aussi parce que vous êtes tout le temps emprunt à plein de projets. Alors certains pourraient dire aucun intérêt à m'épargner, c'est un mot économique, mais non, mais c'est vrai, vous avez beaucoup de projets tout le temps, vous faites beaucoup de choses. Donc du coup, peut-être que pour certains on pourrait dire le temps passe vite, je suis tout le temps occupé, et puis finalement vous me dites moi je fais tellement de choses que tout me paraît long. Oui, je pense que voilà, je remplis ma besace et donc le temps est chargé, il est long, voilà, il est lourd. Le temps, voilà, c'est aussi du poids, quoi. C'est aussi tout ce qu'on vit finit par s'accumuler, et donc ça devient quelque chose voilà. Moi j'ai 69 ans dans pas longtemps. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais né le 4 décembre 1953, donc je suis quand même assez proche de mes 69 ans. C'est pas mal quand même. Et j'ai accumulé beaucoup de souvenirs, beaucoup de rencontres, beaucoup de connaissances, et toujours, et encore une fois, je parle de curiosité. Vraiment, je pense que si on arrive à garder une fraîcheur et une curiosité qui est complètement entretenue dans ce que je disais tout à l'heure par le fait de jouer au théâtre et d'être obligé d'être dans cette permanence et dans cette récurrence de renouvellement de soi-même, d'aller chercher, de ne jamais se satisfaire de son savoir-faire, d'être toujours dans un moment où, oui, d'être conscient qu'il y a toujours du progrès à faire. On peut toujours faire mieux, et on découvre à chaque fois qu'on fait mieux. Donc cette curiosité, elle vous permet vraiment de cultiver votre champ d'action et votre champ de possible, et de l'élargir tout le temps. Donc à un moment donné, vous êtes en face d'un champ de possible qui est énorme. Donc j'ai pas la sensation que la vie soit si courte. Par contre, je sais que le temps va en s'amenuisant. Ça, j'en ai quand même conscience. Je suis pas si débile que ça. Mais au contraire, même, Jean-Pierre Daroussin. Vous nous avez parlé de curiosité, eh bien, on va la garder également, puisque dans cette partie d'émission, on découvre toute la culture du moment ou d'avant, selon vos goûts. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre pour une ode à Jean-Pierre Daroussin. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Pierre Daroussin. Bonjour à tous et à toutes, excusez pour ma voix un petit peu prise aujourd'hui. Alors Jean-Pierre Daroussin, cette chronique théâtre, elle est pour vous qui portez la scène si brillamment Le principe d'incertitude au Théâtre Montparnasse avec Laura Smet. On l'a dit tout à l'heure, incertitude sur cette rencontre, sur cet amour naissant, sur ce partage de vie et de vérité. Et j'avoue que c'est un spectacle que j'ai vu
tout début et qui m'a beaucoup plu, justement, par la fragilité de Laura, par cette incertitude et par cette rencontre entre vous deux. Mais on en parlera tout à l'heure. Alors, incertitude du théâtre et des personnages qui composent la pièce. En 1975, le metteur en scène Antoine Vitesse, qui dirigeait alors le théâtre des Quartiers d'Ivry, monte à la Comédie Française Le Partage de midi de Paul Claudel. La pièce raconte la rencontre sur un paquebot en 1900 d'une femme venue avec son mari, son ancien amant, et son prochain amant. Ils sont tous les 4, ils ont connu l'échec et espèrent un nouveau départ avec ce voyage. Il est midi et leur destin se scelle pour toujours. Et c'est une pièce d'inspiration autobiographique qui a un tel succès. À cette époque, elle sera reprise jusqu'en 1981, après une tournée à Buenos Aires en 1977. Vous l'aviez vu, Jean-Pierre Daroussin, et particulièrement aimé. Oui, alors quand on m'a demandé quel était le spectacle qui m'avait marqué dans ma vie de spectateur, finalement, c'est tout de suite celui-ci qui est venu en ma tête. Parce que quand j'ai commencé, donc j'étais un garçon des banlieues parisiennes, j'étais d'un milieu prolétaire et j'avais très peu d'accès aux livres, à la culture. Et quand j'ai commencé à faire du théâtre, évidemment, je me suis intéressé à toutes ces écritures. Et Claudel n'avait pas très bonne presse à mon époque. Claudel, c'était vraiment un auteur, on va dire un auteur un peu réactionnaire, très mystique, et en même temps assez bourgeois. Enfin bon, mais quand même malgré tout un grand poète. Mais on n'aimait pas trop travailler du Claudel quand on était dans les cours de théâtre à mon époque. Et je vais, parce que j'allais tous les soirs au théâtre, parce que quand j'ai commencé à faire ça, j'étais passionné, donc tous les soirs j'étais au théâtre. Je vais à la Comédie Française et je vois ce spectacle d'Antoine Vitesse. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai senti, à la fin du spectacle, je me suis levé spontanément. Je ne sais pas par quelle énergie, qu'est-ce qui m'a pris, ni quoi que ce soit. Alors que jamais, je suis plutôt quelqu'un qui est d'un enthousiasme extrêmement discret. Je ne montre jamais mes enthousiasmes. Et là, je me suis levé, j'ai crié bravo. Voilà, et ça m'est sorti, c'est la première fois, je me suis dit, donc ça peut produire ces émotions-là, et c'est donc pour ça que c'est mon plus grand souvenir de truc qui m'a bouleversé, parce que j'étais tellement contre Claudel, et à la fin de la pièce, j'étais tellement retourné, que ça m'avait vraiment beaucoup, voilà, puis c'était un très grand spectacle, les acteurs étaient merveilleux, il y avait Jérôme Deschamps, il y avait Patrice Carbra, il y avait Edounia Michael et Michel Aumont, voilà, c'était formidable. Alors le théâtre pour vous, Jean-Pierre Daroussin, on l'a dit avec Cyrielle tout à l'heure, c'est d'abord une affaire de rencontres, de copains, de troupes, presque de famille, comme une évidence. Pour preuve, c'est avec Ariane Ascaride que vous rencontrez au conservatoire son mari aussi, Robert Guédiguian, que vous créez la troupe du Chapeau Rouge, dont font partie Catherine Fro, Pierre Pradinas dans les années 80. Ensuite, ce sera un autre couple, une autre famille, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, avec lesquels vous créez la pièce Cuisine et dépendance en 1991, dans une mise en scène de Stéphane Meldeg. Je pense que c'était, il me semble, à la Renaissance. Puis de nouveau avec les mêmes. Je vais vous corriger. Au Théâtre La Bruyère. C'est au Théâtre La Bruyère et après au Théâtre Montparnasse. Exactement. Vous avez une mémoire terrible. Puis de nouveau avec les mêmes, vous montez en 1994 Un air de famille, dont le cinéaste Cédric Clapiche réalisera l'adaptation cinématographique. Ces deux pièces sont un succès, elles sont jouées plus de 500 fois et elles vous révèlent au grand public. À ce moment-là, vous avez un Molière, celui du meilleur comédien, dans un second rôle. On écoute, si vous le voulez bien, un extrait du film Un air de famille où vous rencontrez Agnès Jaoui et où vous semblez, pour le coup, très indécis. C'est toi qui décides. Hein. Comme d'habitude. Je comprends pas, ça a toujours été clair, on se voit, bon, on est... mais en même temps, on est... non. Toi, tu attends autre chose? Qu'est-ce que tu veux que j'attende? Mais j'attends rien. Je te demande pas de te marier. Comme toi, j'ai ma vie, tu sais. Hein. On pourrait même se demander si les dialogues de Bacry et Jaoui n'étaient pas écrits après des improvisations. C'est ce que vous pensez, vous, Hélène Kuttner? Je ne sais pas. On va peut-être le demander à... Non, alors absolument pas. Agnès et Jean-Pierre écrivaient vraiment à la virgule près et au rythme près et au mot près, des choses qui n'avaient rien à voir avec des essais qu'on aurait pu faire auparavant. Mais
quand même, malgré tout, ils connaissaient les acteurs à qui ils allaient confier les rôles. Et par exemple, dans Un air de famille, c'est pas tout à fait un hasard si je danse le rock'n'roll avec Catherine Fro. C'est parce que on se connaissait depuis longtemps et que Jean-Pierre et Agnès m'avaient déjà vu danser le rock'n'roll et entre autres avec Catherine aussi. Donc tout ça n'est pas né de tout à fait de rien. Alors, c'est avec la notoriété au cinéma. Vous jouez la pièce de Yasmina Reza. Alors là, c'est du théâtre privé, dans Art. Vous jouez au Théâtre Antoine avec Charles Berling et Alain Fromager, dans une mise en scène de Patrice Kerbrat, je m'en souviens très bien. Un trio masculin qui en vient à s'étriper devant un tableau contemporain, entièrement blanc. On écoute un extrait de la pièce avec vous et les deux autres comédiens. Comment peux-tu dire devant moi que ces couleurs te touchent? Parce que c'est la vérité. La vérité. Ces couleurs te touchent. Oui, ces couleurs me touchent. Ces couleurs te touchent. Yvan. Ces couleurs le touchent. Il a le droit. Non, il n'a pas le droit. Comment? Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit? Non. Pourquoi? Il n'a pas le droit. Tu sais que tu n'es pas bien en ce moment, tu devrais consulter. Alors cette reprise, elle se jouera à guichet fermé durant 6 mois. Elle vous vaudra un autre Molière du comédien dans le théâtre privé. Et ensuite, voilà, donc ça a été un succès fou, cette pièce Art de Yasmina Reza. Juste après la longue pause du Covid, il y a 2 ans, vous décidez de monter cette fois seul sur scène, sans famille, sans tribu, sans copains. Et vous jouez un texte du romancier Philippe Dian sur Arthur Rimbaud. Dans une mise en scène d'Anna Novion, vous incarnez le poète âgé de 70 ans, enfermé dans une chambre d'hôpital de Charleville, en donnant une magnifique leçon de vie et de poésie. Le spectacle s'appelait Rimbaud en feu. C'était le titre d'un morceau de théâtre halluciné où vous ressembliez étrangement, ce me semble, dans cette fureur, à Léo Ferré. On écoute un extrait et puis après vous régissez si vous voulez. Surréaliste. Un jour vous verrez. Des rêveurs de paix, de peuples émancipés, d'amour défréné, des fanatiques de liberté, d'égalité, crieront l'imagination au pouvoir, l'imagination. Regardez-moi, est-ce que j'ai l'air si fou que ça? J'ai 70 ans, mais je pourrais très bien en avoir 40 ou 160. L'âme n'a pas d'âge, elle vit, c'est elle que vous voyez là. Voilà, donc c'était le dernier spectacle. Je termine ma chronique pour dire que vous êtes sur scène comme un poète qui aurait les pieds ancrés dans la terre et la tête dans le ciel, comme un grand enfant, vous l'avez dit tout à l'heure, qui aurait grandi trop vite, mais qui continue avec une simplicité désarmante à nous faire croire à ses rêves. Merci. Et merci beaucoup Hélène Putner. Allez, tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Vous aviez vu Rimbaud en feu. Bonjour Cyrielle. Bon, on laisse Jean-Pierre finir sa conversation avec Hélène. Pardon, excusez-moi. Oui. Allez-y Jérôme, je vous en prie. Alors Jean-Pierre Daroussin, enchanté, c'est le moment de la chronique émotion. On va parler de vos goûts culturels et d'artistes ou d'œuvres que vous aimez. On commence en musique avec l'un de vos albums préférés. Il s'agit de Tripping the Life Fantastic de Paul McCartney. Alors comme son nom l'indique, cet album il a été enregistré en live, c'était en 1990 et c'est la première fois que Paul McCartney sortait un album solo en live depuis la fin des Beatles. Alors Paul McCartney dont le goût pour la musique a été transcendé par un tragique événement, en l'occurrence le décès de sa maman. Flashback, dès son enfance, Paul McCartney est initié très tôt à la musique par son papa qui lui fait suivre des cours de piano. Oui, mais voilà, le petit Paul, il n'est pas très réceptif aux leçons. Le solfège, ce n'est pas pour lui et il abandonne. Malheureusement, en octobre 1956, la mère de Paul McCartney, atteinte d'un cancer du sein, meurt des suites d'une intervention chirurgicale. Le petit Paul n'a alors que 14 ans, un événement traumatisant. Et en apprenant le décès de sa maman, il déclare même sous le choc: mais qu'allons-nous faire sans son argent? Une phrase dite sous l'effet du choc et qu'il avouera évidemment regretter. Alors ce drame, il change tout puisque dès lors, Paul McCartney trouve refuge de nouveau dans la musique, le piano, la guitare, avec la suite, tout le monde la connaît. Bref, Paul McCartney et les Beatles, des artistes que vous aimez. Jean-Pierre Daroussin, vous qui déclariez: je viens de cette époque où réussir, c'était travailler collectivement. Mes idoles, c'était les Beatles ou les Rolling Stones. Travailler en bande, c'était mon credo. Oui, c'était les exemples qu'on avait. C'était
c'était pas, on connaissait pas forcément le nom des gens qui constituaient les groupes. On les a appris petit à petit, évidemment. Mais au début, c'était les Beatles, c'était les Kings, c'était les Rolling Stones, c'était les Spencer Davis Group, ou c'était les Animals. Enfin voilà, c'était c'était des noms de groupes et c'était pas des individus. Et aujourd'hui, c'est un individu que vous aimez, Jean-Pierre Daroussin, puisqu'il s'agit d'Orelsan, Jérôme. Oui, alors Orelsan, actuellement en tournée dans toute la France, il sera à la Défense Arena les 8, 9 et 10 décembre prochains. Pour ceux qui s'intéressent, il reste encore des places pour le 8, les autres dates sont complètes. Alors Orelsan, un artiste qui cartonne, son dernier album, Civilisation, a été certifié disque de platine après seulement une semaine d'exploitation. Et pourtant, cet album, il est né dans la douleur et il aurait pu ne jamais exister. Nous sommes en mars 2020, suite aux mesures de confinement, Orelsan se retranche dans le Calvados, où il fait construire son studio d'enregistrement. Oui, mais voilà, il est rattrapé par le syndrome de la page blanche, incapable d'écrire le moindre texte. Orelsan part ensuite donc avec toute son équipe à Tulum, notamment au Mexique, avec son équipe. Mais voilà, l'ouragan Zeta plombe tous les projets, mais ce n'est pas fini, puisque ils reviennent en France, donc toute cette équipe, ils louent une villa en Bretagne, ils finalisent enfin toutes les ébauches de l'album. Mais là, c'est encore une fois la catastrophe. Tous les textes d'Orelsan stockés sur son MacBook Pro disparaissent du jour au lendemain. Un ami informaticien vient heureusement à la rescousse et retrouve tous ces textes. L'écriture et l'album est une fois retardé malgré tout, excusez-moi, puisque bien qu'ils aient récupéré ces textes, il y a un dernier événement qui fait que ça retarde cet album, c'est le mariage d'Orelsan avec sa compagne. Bref, on le voit, un album qui naît dans la douleur, mais au final, le succès est là. Comme disait Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Non, je disais, c'est drôle parce que vous dites que vous êtes devant la page blanche comme si c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Le nombre de gens qui calent devant une page blanche, c'est plus quelque chose d'ordinaire et de commun à tous les artistes et à tous les gens à toutes les personnes qui cherchent à créer quelque chose d'original. Et en fait, dans tous les choix dont j'ai parlé là, il s'agit toujours de choses. Parce que c'était quoi aussi, Orelsan? C'est parce que j'étais voir son spectacle à Bercy. Et que voilà, moi j'aime aussi ça, les concerts et voir les choses en direct. Et si j'ai choisi cet album des Beatles, c'est parce que c'est un album en public. Il se passe en live et il y a quelque chose. Je collectionne pas mal les albums en live. Voilà. Et puisqu'on a parlé de page blanche il y a quelques secondes, une page qui n'est pas blanche, puisqu'on termine cette chronique avec de la littérature et un livre, L'homme sans qualité, Jérôme. Oui, Jean-Pierre Daroussin, c'est l'un de vos livres préférés. C'est un roman de Robert Musil, un écrivain autrichien paru en 2 tomes, en 1930 et 1933, et qui a la particularité d'être un livre inachevé, puisque Robert Musil n'aura jamais l'occasion de terminer son œuvre. Alors pour faire très court, ce livre raconte l'histoire d'un homme qui a échoué à trouver un sens à sa vie et qui vit dans une sorte de passivité, de relativisme moral et d'indifférence à tout, ce qui en fait un homme sans qualité. Robert Musil dresse dans ce livre un tableau satirique et utopique de la culture occidentale moderne. Mais comme je le disais, l'auteur n'aura jamais pu terminer son œuvre, et pour cause, après l'annexion de l'Autriche par les nazis en 1938, l'Allemagne refuse toutes les publications de l'éditeur de Robert Musil, la société Berman Fischer. Les ventes s'effondrent, l'écrivain se retrouve sans éditeur, sans revenus, et toutes ses publications passées sont censurées par le régime nazi. Il est même obligé de fuir en Suisse, et pour cause, un pacifiste dans l'âme, Robert Musil ne plaît pas aux nazis, d'autant qu'il est marié à une femme juive. Il est donc désigné comme un ennemi de l'Allemagne. Ruiné et malade, il meurt en 1942 sans avoir pu terminer son œuvre. Une œuvre qui connaîtra finalement le succès après la mort de son auteur, puisqu'un ami trouvera des manuscrits et rééditera ce livre en 1950. Alors je terminerai cette chronique par une question, puisque nous parlons d'œuvres inachevées. Jean-Pierre Daroussin, vous avez tourné en tant que réalisateur le film Le Pressentiment, adapté du roman d'Emmanuel Bove, mais vous n'avez jamais continué le métier de réalisateur. Est-ce que c'est un regret? On va en parler dans un instant, c'est un teasing, on revient dans quelques minutes. Tout de suite, c'est le journal de l'information et la publicité sur Radio J. Cohen.
De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous avoir rejoints si c'est le cas, si vous êtes avec nous depuis le début, merci pour votre fidélité avec mon invité aujourd'hui Jean-Pierre Daroussin à l'affiche de la pièce Le principe d'incertitude avec Laura Smet au Théâtre Montparnasse et on s'est quitté juste un petit peu avant la pause et le journal de l'information avec cette question de Jérôme Goulon que vous allez nous rappeler bien sûr Jérôme. Oui alors Jean-Pierre Daroussin, vous avez tourné en tant que réalisateur le film Le Pressentiment adapté du roman d'Emmanuel Bove, un auteur que vous appréciez, mais vous n'avez jamais renouvelé l'expérience de réalisateur. Est-ce que c'est un regret ? Non, parce que j'aurais pu. Et donc il n'y a pas de regret, c'est plutôt un choix. Je suis acteur. Et j'ai fait cette expérience de la mise en scène plus pour me compléter en tant qu'acteur, pour m'améliorer, pour comprendre des choses de l'intérieur du métier de réalisateur. Mais quand on est acteur, on se réalise déjà largement. C'est tellement, le champ de travail est tellement énorme et diversifié. Metteur en scène, c'est très, il faut avoir la vocation de ça quand même aussi. C'est un métier. Et moi, autour de moi, j'ai des camarades, Robert Guédiguian avec qui j'ai fait beaucoup de films, ma femme est réalisatrice, tout ça, je vois à quel point c'est une nécessité, alors que moi c'est une nécessité pour moi de jouer. C'est pas, et mettre en scène c'est vraiment je l'ai fait d'abord parce qu'on m'y a un peu poussé. Parce que à chaque fois, je suis quand même très proche de la collaboration, du travail avec les metteurs en scène et tout ça. Donc, à un moment donné, ils disent, essaye. Et effectivement, le essaye est tentant. Donc, on est tenté. On se dit, pourquoi j'essaierai pas. Et je le regrette pas du tout parce que vraiment, je m'aperçois que j'ai compris des choses dans le fait de jouer la comédie et comment j'ai relativisé mon travail d'acteur en ayant cette expérience de metteur en scène et comment je respecte encore plus le travail avec de la mise en scène en ayant fait cette expérience. Et donc, je le regrette pas du tout, mais je préfère vraiment être du côté de la comédie, de jouer, d'aborder des personnages et de collaborer avec des metteurs en scène, mais ne pas, moi, prendre ça en charge. Non. La réponse est très claire, Jean-Pierre Daroussin. Une question, est-ce que vous aimez cuisiner ? Oui. Eh bien, vous allez vous faire cuisiner en tous les cas tout de suite avec le coup de fourchette de Jordi qui vous croque sur Radio J. C'est pas grosse. C'est très fin, ça se mange sans faim. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Jordi. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Pierre Daroussin. Bonjour. Alors on commence tout de suite avec le coup de fourchette, Jean-Pierre Daroussin. On m'a dit que vous aimez beaucoup Pierre Gagnère. Oui, c'est vrai. C'est un homme que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs occasions et voilà, c'est un compositeur d'immenses talents. C'est un chef d'orchestre extraordinaire de la cuisine. Alors moi, quand on m'a dit que vous aimez Pierre Gagnère, je me suis dit tiens, Jean-Pierre Daroussin, il est cannibale. Mais j'ai compris que c'est en fait un grand chef cuisinier. Ouais. Et je suis allé dans son restaurant de l'hôtel Balzac, à côté des Champs-Élysées, pour aller. C'est une bonne occasion. Bien sûr. Et je suis allé m'enfiler un carré d'agneau de l'Aveyron frotté d'origan. Puis j'ai vu le prix et je crois que c'est moi qui me suis fait enfiler. En fait, le prix, je croyais que c'était l'année de naissance de l'agneau. Mais du coup, je suis allé à côté de chez Pierre Gagnère. Je suis allé au McDonald's. Non, sérieusement, chez Pierre Gagnère, ça a l'air très bon. De toute façon, j'ai vu les plats et ça a l'air très bon. C'est tout ce que je peux dire en fait. C'est ce que j'ai mangé. J'ai mangé l'air. C'est vraiment ça que j'ai mangé. Et c'est dans ces moments-là où je me dis si j'étais riche. Si j'étais riche. Comme le titre d'un de vos films. Oui. Moi, si j'étais riche, déjà, je rachète cette radio. Je mets la première lettre de mon prénom à côté de Radio J. On l'a. Et je vire Cyrielle. Voilà. Désolé Cyrielle. Oui, je vire Cyrielle. Voilà. La prochaine fois, tu me proposeras pour l'escape game sur le thème des bureaux des légendes, parce que vous savez pas, Jean-Pierre Daroussin, mais cette personne et Jérôme Goulon que vous avez vu tout à l'heure sont partis ce week-end faire un escape game sur le thème du bureau des légendes. C'est vrai, voilà. Pardon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous étiez le bienvenu Jordi, mais vraiment le cœur y était, sachez-le, c'est juste qu'il n'y avait pas assez de place, il fallait faire des choix. Ouais, bien sûr. Donc on a été obligés. C'est quoi un escape game? Vous êtes même pas au courant? Pas du tout. Alors je vais vous expliquer très brièvement, Jean-Pierre Daroussin, on a fait un escape game bureau des légendes avec l'équipe parce qu'on est censé avoir le créateur de cet escape game qui est en fait un jeu plein d'indices où vous êtes assez nombreux pour pouvoir résoudre ces indices. Généralement, c'est un nombre limité de personnes et vous devez travailler, œuvrer ensemble pour résoudre ces énigmes, etc. Nous étions 6, nous aurions adoré avoir Jordi avec vous et il s'avère qu'il y a une photo de vous dans cet escape game.
Voilà, qui s'appelle le Bureau des légendes, dans lequel vous avez tourné pendant 2 ans. Oui, plus de 2 ans. Voilà. Et le décor, en fait, reprend le Bureau des légendes avec plein de choses, justement, du Bureau des légendes. Et il y a des énigmes, il y a beaucoup de choses comme ça. J'ai des contrats que je peux dû bien regarder. Mais c'est pas grave, voilà. Mais donc voilà, c'est ça. C'est pour ça donc que je te vire, Cyrielle, c'est parce que on m'a pas proposé. Moi, je connais du monde, je connais Socrate Daroussin. Donc voilà. Je garde évidemment Jérôme Goulon qui était là tout à l'heure. Je le garde pour la séquence émotion, hein, mais je le mets dans ma vie. Comme ça, il commande tout ce que je fais avec émotion. Ça s'appellerait le point G. En 2022, c'est lors d'un mardi pluvieux que Jordi se réveille. Avec cette sonnerie très énervante de l'iPhone, il se dirige comme à son habitude vers sa cuisine achetée chez Cuisinella et se fait un café grand-mère. Puis, sans plus tarder, il va se brosser les dents avec un dentifrice Colgate avant de rejoindre sa Radio J. Mais avant, il passe chez Pierre Gagnère prendre un bon bol d'air frais avec son ami Dada. Alors Jean-Pierre Daroussin, voilà, petite transition. Jean-Pierre Daroussin, je suis allé faire des recherches sur vous. J'ai lu que le rire chez vous passait par le gag visuel. Vous êtes plus dans le cinéma, genre cinéma muet, plus Chaplin, Buster Keaton, moins dans burlesque en tous les cas. Oui, oui c'est ça, ouais. Alors je me suis dit, est-ce qu'il faut que je ferme ma gueule pour vous faire rire, Jean-Pierre Daroussin? Peut-être qu'il faut que je fasse des calembours, peut-être des chutes, peut-être du... En tous les cas, le principe du clown est souvent de faire un bide. Oh. C'est vrai. Et j'ai lu aussi que vous étiez fier de payer des impôts. Alors je suis d'accord avec vous, parce que c'est important de payer des impôts. Mais je les paye souvent en retard. Mais... Ouais, avec des pénalités, on sait. Parce que je suis un peu phobique. Vous avez la phobie administrative, Jean-Pierre Daroussin? Oui, je comprends les gens qui ont du mal à rentrer dans les ascenseurs. Moi, j'ai pas de mal avec tout ce genre de trucs d'enfermement, les machins, mais par contre, remplir un papier administratif est quelque chose, mais vraiment, je mets un temps fou, j'y arrive pas. Mettre mon nom, ma date de naissance, je sais pas pourquoi, ça me bloque. Mais beaucoup de gens sont comme ça. J'en fais partie. Je compatis. J'arrive pas du tout à comprendre, mais c'est une réelle anguisse. Et vous n'êtes pas le seul, C'est courant. Ouais, vous n'êtes pas le seul. Moi, la première fois, je comprends que je comprends qu'on doit payer des impôts. Mais moi, on m'a pas prévenu la première fois que ça arrivait. J'étais là tranquille, je travaille, on me paye. Et là, on me dit maintenant, faut payer cette somme. À qui? À l'État. Pourquoi? Parce que voilà. Et j'avais l'impression d'être le tiers État qui payait des taxes au roi. Jean-Pierre Daroussin, vous êtes en ce moment au théâtre à l'affiche du Principe d'incertitude, qui parle d'une rencontre improbable entre 2 personnes. Moi, une fois, j'étais dans le métro pas trop bondé. Je suis posé, là, je vois un mec embrasser la barre de fer du métro. Je sais qu'on doit juger personne, mais je pense que ce qu'il a fait, c'était dégueulasse. Et je me suis dit, de son point de vue, peut-être qu'il fallait qu'il le fasse. Et je me suis dit, c'est peut-être ça aussi le principe d'incertitude. On ne sait pas en fait vraiment pourquoi il a fait ça. Peut-être qu'il avait une bonne raison, je sais pas. En tout cas, peut-être vous êtes au courant de quelque chose. Voici c'est quoi en fait le principe d'incertitude. C'est quelque chose dont on n'est pas sûr. Mais là où le principe d'incertitude ne s'applique pas, c'est que pour nous, vous êtes un acteur de talent. Merci beaucoup Jean-Pierre Daroussin. De rien. Et merci beaucoup. Merci Jordi. Jordi que l'on retrouve également sur Instagram et dans plusieurs comédie clubs parisiens. Votre compte Instagram a changé, Jordi. Oui, c'est jordi.journaux. Il faut le dire pour nos auditeurs qui auront envie de venir vous voir, puisqu'il y a toutes les dates où vous jouez sur scène et en spectacle. Allez, tout de suite, on passe à les séquences tac au tac sur Radio J. Alors on démarre avec la séquence tac au tac sur l'antenne de Radio J maintenant. Le principe est simple, Jean-Pierre Daroussin, 10 questions et 10 réponses courtes, rapides, efficaces. On tente ça? Je vais essayer, mais vous me faites peur. Ah mais non, on va y aller doucement, tranquillement. La recette de l'amour, Jean-Pierre Daroussin? La confiance. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? L'éducation. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez quelqu'un d'autre? Si oui, qui ou quoi? J'aurais bien aimé être un sportif de haut niveau. Très bien. Je crois que vous aimez beaucoup le foot. Oui. Ça m'aurait plu d'avoir cette capacité de mon corps. Oui. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, Jean-Pierre Daroussin? Quand quelqu'un me dit que je suis gentil, ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un? Ça, c'est de plus fou pour quelqu'un. Pas de... J'ai fait des folies, moi. Oui, de plus fou.
Oui, j'ai fait des fois des kilomètres et des kilomètres en voiture. J'ai tellement roulé en bagnole pour aller retrouver des gens, tout ça. Oui, c'est vraiment... La plus belle qualité humaine pour vous, Jean-Pierre Daroussin? La disponibilité. Vos 3 grands plaisirs dans la vie? Jouer, très certainement. Merci. Je vous le souffle. C'est pas obligé. Non. Peut-être contempler, jouer et rire. Votre surnom, Jean-Pierre Daroussin? Dada. Ok, votre philosophie de vie? Ça vaut la peine. Votre prochain rêve à accomplir? Ah là, je suis incapable de vous le souffler. Écrire. Le dernier mot, la dernière phrase même que vous aimeriez prononcer, Jean-Pierre Daroussin, pour terminer ce tac au tac. Merci. Merci. Notre émission continue désormais sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on continue cette émission avec un coup de cœur en direct, Mathilda avec son titre Dame et un beso, issu de son EP Brutal. On découvre et on en parle avec elle en direct sur Radio J. Toucher le fond chaque fois que sais-tu des gens qui tu crois. Moi j'ai tout aimé de toi, tes yeux et ta voix. J'ai mis toute ma vie dans ton cœur, ces peines, ces joies, ces douleurs, et je ne garde que le meilleur quand je pense à toi. Mais si tout s'arrête, si tout tombe à l'eau, je t'ai dans la tête, le cœur en fuego. Ça, je vais m'embêter de trouver ça beau. Oh, dame un beso, dame un beso, dame un beso, sueño con tu cuerpo. Dame un beso, dame un beso, dame un beso, sueño con tu cuerpo. Trouver le pont chaque fois, tu connais les démons en moi. Je sais ta douleur, je te crois, on s'en sortira. Le vent qui se cache te ressemble, on attire le danger ensemble. Je donnerai le meilleur de moi, on s'en sortira. Mais si tout s'arrête, si tout tombe à l'eau, je t'ai dans la tête, le cœur en fuego. Ça, je vais m'embêter de trouver ça beau. Oh, dame un beso, dame un beso, dame un beso y sueño con tu cuerpo. Dame un beso, dame un beso, dame un beso. Dame et un beso sur l'antenne de Radio J, chantée par la chanteuse Mathilda. Bonjour Mathilda. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone parce qu'il était compliqué pour nous d'être avec vous aujourd'hui en physique, mais le cœur y est. Merci en tout cas de nous faire découvrir cet univers incroyable sur l'antenne de Radio J. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette chanson et de la couleur de cet album Brutal? Alors, merci à vous déjà pour l'invitation et alors avec plaisir. Brutal, c'est un EP 5 titres qui a été composé vraiment avec beaucoup d'influences andalouses, également perse, avec un musicien iranien que je salue qui s'appelle Mohamed Moussavi. Voilà, évidemment de la chanson française et le tout très inspiré par des musiques assez cinématographiques. Je crois que c'est à peu près ça. Et on l'entend assez bien. Cette EP s'appelle donc Brutal. Il est sorti 1 an après la sortie de votre premier EP qui s'appelait Amor Sacro. On entend donc des sonorités hispaniques, orientales aussi dans cette EP. On va écouter très brièvement la chanson Brutal en fond sonore de l'émission, de notre discussion. Il y a un univers assez pop. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement, parce que le temps file, d'où vous est venue cette envie de chanter et un petit peu votre univers, votre parcours?
Oui, moi je viens du sud-est de la France, de Cannes. J'ai des origines méditerranéennes, espagnoles, italiennes, marocaines. Donc c'est quelque chose pour moi d'assez naturel de les mettre en avant dans ma musique. Également, je suis très passionnée par le cinéma. Donc c'est vrai que j'ai fait quelques études de cinéma, tout ça. Donc j'ai une approche très cinématographique par rapport à la musique. Et voilà, je vous invite à écouter tout ceci et me faire vos retours. Eh ben, c'est avec un grand plaisir. J'ai pu écouter cette EP qui est très agréable à l'écoute. Où est-ce qu'on peut le retrouver, Mathilda ? Sur absolument toutes les plateformes, donc Spotify, Deezer, Apple Music, partout, YouTube. Toutes les plateformes de streaming et d'écoute. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Le son n'est pas au maximum pour pouvoir être sur l'antenne, mais on a assez bien compris cet univers que je recommande à nos auditeurs. On écoute en fond sonore Brutal et on espère vous avoir très bientôt, peut-être pour un 3e EP. Avec joie, grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Et tout de suite, Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. La suite de cette émission sur Radio J avec le portrait. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et on débriefe bien sûr comme chaque jour dans cette émission 7h30 passée ensemble et c'est donc votre portrait vu par Nathalie Daudrieux. Jean-Pierre Daroussin. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Pierre Daroussin. Bonjour. Eh bien j'ai écouté attentivement tout ce qui s'est partagé ici et j'étais d'abord prise dans votre mouvement calme, votre dimension apaisante. Il y a une énergie que vous dégagez qui est je dirais une gestuelle lente et maîtrisée, quelque chose qui m'a fait penser à beaucoup d'intériorité. D'ailleurs, votre contact avec votre corps est souvent comme un besoin d'être avec soi parmi les autres. Voilà, il y a vraiment, et c'était d'autant plus en contradiction avec ce petit retard, cette agitation qui aurait dû être un peu présente avec le début de l'émission. Donc ça, j'étais tout de suite avec le mot pudeur et puis en même temps je me dépose. Il y avait quelque chose comme ça où j'avais l'impression que vous preniez votre temps pour vous accueillir dans cet espace-là. Comme peut-être avant de rentrer sur scène, un rituel qui peut-être vous permet d'être en accord avec, vous le dites, vos agitations intérieures, vos dimensions, vos humeurs. Ça m'a fait penser à l'instant présent. Et j'ai l'impression qu'il y a cette discipline et ce petit rituel que j'ai retrouvé un petit peu ici dans le studio. Alors évidemment, j'ai noté tout de suite cette nostalgie peut-être de la vie des compagnies, des troupes et de l'entraide qui pouvait exister lors de votre parcours, peut-être au conservatoire et vos débuts de comédien, avec comme peut-être un manquement aujourd'hui, avec cet esprit de concurrence pour la vie artistique, mais peut-être aussi au sens généralisé. Vous le dites, il y a une ambiance généralisée de méfiance. Et donc j'ai pu sentir que cette entraide et ce collectif vous avez vraiment porté, alors que l'enthousiasme n'est pas, voilà, vous le dites, il y a une pudeur à l'enthousiasme, c'est pas au premier plan. J'avais l'impression qu'il y avait différents reliefs tout de suite dans ce qui s'est dit ici cet après-midi, comme l'avant-plan et l'arrière-plan, des couches qui venaient avec beaucoup de relief. Donc ça m'a vraiment fait penser à cette étiquette que vous disiez combattre en permanence, ce renouvellement. Est-ce que c'est pas un petit peu ça votre essence, le fait d'être d'abord dans la diversité à l'intérieur et que justement on est dans le refus d'être catégorisé, je dirais, et c'est vraiment ça qui a été au premier plan pour moi, cette richesse, cette diversité, ce relief. Oui, non, mais je me suis assez construit sur un esprit de contradiction, c'est vrai. Oui. C'est ça. Vous dites qu'il faut se lancer. En parlant de la pièce et du principe d'incertitude, c'est vraiment sauter dans l'inconnu. On n'est jamais sûr, on ne maîtrise pas le type de lien qui va se créer entre deux personnes. Et ça, je trouve que c'est vraiment un enseignement aussi pour la vie artistique, parce que quand on monte sur scène, il y a vraiment cet espace de tout peut arriver, tout est possible. Vous le dites à plusieurs reprises. Et cette notion du temps aussi, le rapport au temps. Et au spectacle vivant. C'est comme si vous êtes
très friand des concerts, du live, du spectacle vivant, de la connexion avec le public et peut-être de l'imprévu, comme s'il fallait que vous branchiez votre propre énergie à l'énergie du vivant, et que c'est par là que se passe ce renouvellement permanent, cette accumulation et cette curiosité, cet enrichissement dont vous faites souvent écho ici, cette curiosité et cette fraîcheur, un petit peu comme les enfants justement. Ça m'a fait penser à un comédien qui est comme en formation continue. Quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est le principe, hein, vraiment. Enfin, pour moi, c'est la le principe, formation continue. Oui, c'est le principe du métier d'acteur. C'est ça. Donc ce lien au temps et la phobie administrative, ça peut aussi parler d'engagement et d'examen et le thème du choix. Mais au-delà de ça, je dirais que le lien à soi et aux autres se tisse, se tricote, j'ai envie de dire, au gré du mouvement de la vie et qui nous apporte de quoi se renouveler et cultiver ses passions. C'est ça que j'ai pu sentir à votre contact, Jean-Pierre Daroussin. Merci beaucoup. Mais de rien. Et merci à vous. Gratuite, merci beaucoup. Toujours intéressant. Merci Nathalie Dedrieux pour cette analyse gratuite que l'on retrouve désormais tous les mardis sur l'antenne de Radio J. C'est la fin de cette émission, Jean-Pierre Daroussin. Je rappelle que vous êtes à l'affiche de la pièce Le principe d'incertitude avec Laura Smet au théâtre Montparnasse. Merci beaucoup pour cet échange passé ensemble. Oui, vraiment, c'était très agréable. Je vous remercie aussi. Et le début était pas mal dans le taxi. C'était très bien, très bien. Vous savez, on s'adapte, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à l'artiste Mathilda d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J, à la réalisation audio et vidéo Philippe Sinclair et Ethan Anoukaïef, Diane Bismuth pour l'aide à la préparation de cette émission. Réécoutez notre émission aujourd'hui sur radioj.fr et YouTube. Attention sur le Facebook Live, pas de son aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.